Très très bien. Donc je m'appelle Baptiste Balançage, je suis anesthésiste réanimateur à Lyon et je vais vous parler des méningoencéphalites. Il y aura un petit peu de traitement aussi malgré tout parce que ça va un peu avec les étiologies et le bilan diagnostique. Donc on va rappeler un petit peu la prise en charge initiale, notamment diagnostic, faire un peu de nosologie et puis voir un peu aussi quels sont les objectifs de la neuroréanimation et puis dans quelles circonstances est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une réanimation spécialisée. Accessoirement, je n'ai pas de conflit d'intérêt lié à cette présentation ou à cette pathologie en particulier. Donc juste pour un élément de rappel, vous savez tous que donc quand on parle de méningite, on va parler d'une inflammation ou d'une infection au niveau de la méninge, c'est-à-dire les enveloppes qu'il y a autour du cerveau. Sinon je vais prendre le pointeur, effectivement. Et quand on parle d'encéphalite, on va parler d'une inflammation qui se passe au niveau du parenchyme ici, et donc qui va toucher le cortex et ou les structures sous-corticales. Et on peut différencier les deux de manière anatomique, mais c'est quand même un concept qui se chevauche largement. Et donc c'est pour ça qu'on va plutôt parler de méningoencéphalite, en essayant de pas, je ne vais pas beaucoup vous parler des méningites pures, mais plutôt des méningoencéphalites et des encéphalites. Quand on regarde un peu, pour parler rapidement des méningites avant de les mettre de côté, donc la présentation clinique, c'est des maux de tête, des nausées et puis de la fièvre. Il y a quand même que 40% des malades qui ont cette triade-là, et puis une inflammation du coup de la méninge, du liquide cérébrospinal, avec une augmentation de la cellularité. Et vous voyez que chez ces malades qui se présentent pour des méningites, principalement à pneumocoque ou à méningocoque, et bien en fait, il y en a quand même à peu près 30% qui vont se présenter avec des signes d'encéphalite, qui peuvent être liés soit à un coma, soit à des atteintes d'hypercrâniennes sur une rhombencéphalite, soit à des atteintes plutôt de troubles neurologiques focales ou de crises d'épilepsie, avec des aphasies, des hémiparésies ou des déficits neurologiques focaux qui reflètent en fait le fait qu'il n'y a pas uniquement la méninge qui est inflammée, mais qu'il y a aussi une atteinte du parenchyme avec une atteinte focale. Ensuite, il y a les encéphalites, qui, sans l'aspect méningite, regroupent maintenant il y a des critères diagnostiques d'encéphalite possible, probables, et donc qui regroupent un critère majeur avec l'apparition d'une altération de la conscience ou d'une léthargie dans un contexte de fièvre, sans qu'il y ait d'autres causes identifiées. Évidemment, si vous avez un choc septique ou un sepsis systémique avec une encéphalopathie septique, on ne parlera pas d'encéphalite. Et donc dans les critères mineurs, il faut que ça associe une fièvre, des éléments qui nous montrent qu'il y a une atteinte du parenchyme cérébral, donc par exemple des crises partielles ou des crises généralisées, en dehors de l'épileptique connue qui fait des nouvelles crises, une inflammation de la méninge qui peut être associée, une anomalie du parenchyme qu'on va mettre en évidence sur l'imagerie, ou une anomalie qu'on va mettre en évidence sur l'électroencéphalographie, qui est un autre moyen d'évaluer le fonctionnement. Et donc quand on parle de méningoencéphalite, du coup, la numération leucocytaire repart dans les critères diagnostiques, puisqu'on a à la fois une atteinte encéphalitique et puis une atteinte méningitique. Les signes de gravité qui vont souvent conduire ces malades en réanimation, ils sont de plusieurs ordres. Il peut y avoir les troubles de la conscience, bien évidemment. Il peut y avoir des crises d'épilepsie, soit isolées, soit des états de mal épileptique des nouveaux. Des défaillances respiratoires qui vont être associées, éventuellement des défaillances hémodynamiques, voire des signes de choc, des problèmes rénaux aigus associés. Et puis de temps en temps, on a aussi des malades qui se présentent avec des tableaux encéphalitiques sous forme de troubles du comportement extrêmement aigus, qui sont très difficiles à contrôler et qui du coup nécessitent d'être hospitalisés dans des endroits comme des soins intensifs, où on peut les contenir, parce que dans des services d'hospitalisation standards, c'est plus difficile. Chez ces malades qui ont des encéphalites ou des méningoencéphalites, on a à peu près 30 à 50% d'épilepsie, 10% de NORS, et puis dans les facteurs de mauvais pronostic, quand on a une atteinte des 3 lobes, et quand on regarde les données un peu plus récentes de la littérature, on verra mieux ici, quand on regarde ce qui a conduit les malades en réanimation dans le cadre d'une méningoencéphalite, ça va être des troubles de la conscience, des épilepsies, un sepsis associé ou une défaillance respiratoire essentiellement, puis après on peut avoir d'autres défaillances qui sont pas forcément, qui sont associées mais qui ne sont pas forcément le motif d'arriver en réanimation. Alors quelles sont les étiologies principales de ces méningoencéphalites ? La majorité, ça reste quand même des étiologies infectieuses.
Alors on a les étiologies des méningites bactériennes, le pneumocoque, le méningocoque, la listeria et puis les autres causes. Ensuite, on a toutes les causes virales, qui sont plutôt donc, pour les encéphalites, avec toujours l'herpès, l'HSV, le VZV, qui sont les 2 virus les plus fréquemment en cause. On a un petit peu de tuberculose. Et puis, sur l'ensemble des méningoencéphalites, on a à peu près 6% de causes auto-immunes, ce qui fait plutôt 10-15% quand on prend juste les encéphalites et qu'on met de côté les méningites avec une atteinte encéphalitique. Et puis on a encore à peu près 26% de causes qui ne sont pas identifiées et pour lesquelles on n'a pas réussi à trouver de diagnostic. Alors on parlera un petit peu après des éléments qu'on va mettre dans le diagnostic, de la PCR multiplex qui maintenant est développée dans beaucoup de centres, et puis des techniques de séquençage de nouvelle génération qui vont peut-être nous permettre dans l'avenir, on en a un petit peu parlé ce matin, d'avoir des diagnostics un peu plus larges et un peu plus sensibles, et peut-être plus précocement. Donc l'objectif initial, ça va être d'éliminer les diagnostics différentiels, évidemment, de confirmer le diagnostic, donc de confirmer l'inflammation à la fois de la méninge et ou du parenchyme, de rechercher une étiologie et donc d'éliminer rapidement les étiologies infectieuses parce que la précocité du traitement et un traitement adapté, c'est quand même ce qui nous intéresse et ce qui va conditionner le pronostic. Et puis de rechercher d'autres étiologies, entre autres dysimmunes, et puis les éléments de gravité. Donc le bilan initial, il va reposer à la fois sur poser le diagnostic et rechercher la cause. Donc pour rechercher la cause, on va éliminer les diagnostics différentiels, on va avoir tout ce qui est hémoculture, numération, tout le bilan métabolique un peu standard. La recherche d'immunosuppression, on en a parlé un peu ce matin pour les abcès, mais c'est vrai que le fait d'être immunodéprimé ou de vivre avec le VIH, ça conditionne aussi les étiologies possibles des encéphalites et la prise en charge. Et puis une PL qui va comprendre quand même pas mal de tubes, au moins 5 tubes, à la fois pour avoir le diagnostic positif de méningite ou méningoencéphalite, et à la fois pour pouvoir rechercher les étiologies infectieuses les plus probables, avec au minimum des PCR HSV, VZV et entérovirus, mais maintenant de plus en plus les PCR multiplex qui permettent de cribler à la fois les bactéries et les virus les plus fréquemment en cause. Et puis, de temps en temps, surtout quand on a des tableaux qui sont plutôt évocateurs d'une encéphalite que d'une méningoencéphalite, on peut envoyer des éléments qui peuvent être en faveur d'origine dysimmune, comme la recherche de bandes oligoclonales, par exemple. Alors, l'imagerie cérébrale, elle va faire partie du bilan diagnostic initial. Elle va nous permettre éventuellement de confirmer une atteinte encéphalitique et d'évaluer sa gravité. Le scanner, il peut être réalisé, mais il faut savoir que dans plus de 60% des cas, il est normal, même s'il y a une atteinte encéphalitique, parce qu'il n'est quand même pas très sensible sur l'atteinte du parenchyme. Il va pouvoir mettre en évidence des transformations hémorragiques, de l'œdème quand il est important, mais dans la plupart des cas, il est normal. Et l'IRM, elle est beaucoup plus sensible. Je vous ai mis c'est des séquences un peu standards, il n'y a pas forcément de choses très spécifiques, mais elle va nous permettre de mettre en évidence des atteintes de la substance grise et ou de la substance blanche, notamment au niveau du système limbique dans les encéphalites limbiques et ou à HSV, de regarder le nombre de lobes qui sont atteints au niveau operculo-insulaire et autres dans les encéphalites à HSV, d'identifier des pathologies démyélinisantes dont on parlera un petit peu après, et du coup de dégager un peu des tableaux qui peuvent parfois être un peu plus spécifiques. Et enfin, dans le bilan diagnostique, on a l'électroencéphalogramme qui va rentrer un peu dans ce cadre-là, qui va pouvoir être intéressant pour rechercher la présence de crises infracliniques, surtout quand on a des malades qui ont des troubles de la conscience et avec des états de vigilance qui fluctuent et potentiellement des crises qui peuvent passer inaperçues. De rechercher des états de mal épileptique soit non convulsivants, soit larvés. Et puis d'avoir des anomalies périodiques ou intercritiques qui peuvent avoir leur intérêt quand on a des malades qui ont des tableaux qui sont un peu intermédiaires, avec des troubles de la conscience qui fluctuent, pas forcément de la fièvre, pas forcément tous les critères diagnostiques, et où le fait d'avoir une IRM normale, par exemple, une PL qui peut être normale et avoir des anomalies à l'EEG, ça peut parfois nous permettre de trancher entre quelque chose qui n'est pas une encéphalite et quelque chose qui en est une. Donc là, je vous ai remis quelques images avec du delta brush qui est plus spécifique des encéphalites à anticorps anti-NMDA et puis des anomalies périodiques qui surviennent comme ça sur le EEG et qui montrent qu'il y a une souffrance corticale. Ce n'est pas quelque chose qu'on observe chez le sujet sain, quoi. Donc si vous avez des anomalies de ce type-là, c'est qu'il y a une lésion intracérébrale.
Comme la majorité des origines, comme vous l'avez vu, c'est quand même des origines infectieuses, le traitement qui doit être administré le plus précocement possible, c'est un traitement anti-infectieux qui va cibler les agents les plus fréquemment en cause, à savoir pour les méningites, le pneumocoque, le méningocoque, et pour les méningoencéphalites aussi la listeria. Et puis au niveau des virus, principalement l'HSV. Et puis le VZV, on pourra augmenter les doses d'acyclovir si jamais on a des éléments qui nous font suspecter plutôt un VZV, mais sinon on sera plutôt sur des posologies de 10 mg kg qui sont adaptées plus pour l'HSV. Et du coup, là je vous ai, avant d'avancer un petit peu sur le bilan diagnostique, qu'est-ce qu'on fait quand c'est positif, qu'est-ce qu'on fait quand c'est négatif, je voulais juste reprendre avec vous un peu les enjeux de la réanimation. Quand ces malades ils arrivent chez nous en réanimation, il y a plusieurs enjeux. Il y a les enjeux de dépister des crises infracliniques, et du coup, les EEG standards de 20 minutes, 10 minutes ou moins, c'est bien, mais malgré tout, ça a ses limites, parce que si vous avez des crises qui apparaissent, qui sont infracliniques, à un moment où vous n'avez pas fait d'EEG, vous allez pouvoir les rater. Donc quand on a des doutes, ça peut avoir un intérêt de faire un monitoring un peu plus long, sur 12-24 heures au moins. Ensuite, il y a 10 à 60% des malades qui vont avoir une défaillance respiratoire, soit sur des pneumopathies associées, soit sur des hypoventilations d'origine centrale, et des problèmes de dysautonomie avec des défaillances hémodynamiques ou des défaillances liées à d'autres complications septiques. On a des malades qui peuvent avoir des atteintes bulbaires, notamment pour les rhombencéphalites, avec des problèmes de troubles de la déglutition et d'inhalation. Et donc c'est pas mal de les avoir soit dans des lits de réanimation, soit vraiment pas très loin. Et puis après, il y a quand même quelques complications qui peuvent nécessiter de la neurochirurgie, notamment avec des problèmes de saignement et de transformation hémorragique, par exemple dans les encéphalites à herpès, ou d'hydrocéphalie lorsqu'il y a des hémorragies intraventriculaires qui peuvent nécessiter le recours à une DVE. Donc quand est-ce que si ces malades arrivent dans une réanimation polyvalente périphérique, on doit contacter et transférer ces malades vers un centre de recours finalement? Ça va être dès qu'on va avoir besoin de moyens de monitorage un peu continus qui sont rarement disponibles dans les réanimations plus polyvalentes. Donc dès qu'on a des suspicions de crise ou d'état de mal, ou qu'on a un patient qui arrive pour un état de mal épileptique de novo qui lui fait révéler l'encéphalite, on va avoir besoin de les monitorer en continu pendant quelques temps. En cas d'aggravation ou en cas de risque d'intervention neurochirurgicale, s'il y a des hématomes intraparenchymateux, s'il y a de l'hydrocéphalie ou des choses comme ça, ce n'est pas des choses qu'on peut prendre en charge si on n'a pas de neurochirurgien. Et puis ensuite, quand on parlera un petit peu des encéphalites immunitaires, quand il va falloir discuter les traitements immunosuppresseurs, l'adaptation du traitement, le complément du bilan, ça peut avoir un intérêt de les transférer vers des centres qui ont l'habitude de prendre en charge ces malades-là, et qui discutent directement avec ceux qui font le diagnostic et la prise en charge derrière. Quelques éléments de pronostic de ces malades. Donc c'est des malades qui vont avoir des durées de ventilation mécanique qui sont quand même prolongées. Il y a une grosse partie des malades qui ont des durées de ventilation à plus de 7 jours, voire à plus de 1 mois pour certains patients, qui ont une mortalité qui, vous voyez, pour les méningoencéphalites est de l'ordre de 25%. Mais le pronostic quand même est plutôt pas mal. Quand vous regardez là, il y a plus de la moitié des malades qui finalement à 3 mois ont déjà un MRS qui est 0, 1 ou 2. Les méningites à méningocoque que vous voyez là ont encore un pronostic meilleur. Et puis les méningoencéphalites d'origine fongique sont celles qui ont le plus mauvais pronostic, mais c'est aussi celles qui arrivent chez les malades qui ont un terrain déjà débilité et souvent immunodéprimés. Quand on regarde pour les atteintes auto-immunes dont on reparlera après, à 3 mois, ils ont un pronostic qui est un peu moins bon, mais il faut garder en tête que l'évolution de ces pathologies est très très lente. Et en fait, les encéphalites à anticorps anti-NMDA, par exemple, ont un MRS inférieur à 2 à 1 an dans plus de 80% des cas. Alors il y a quand même de la mortalité, il y a quand même des gens qui évoluent moins bien, mais malgré tout, c'est une évolution qui est lente, qui se fait encore après la réanimation, et donc ça vaut le coup de traiter les complications et de se battre même sur des périodes qui peuvent dépasser plusieurs semaines à 1 mois, parce qu'en fait, à 1 an, il y en a quand même 80% qui ont un bon pronostic. C'est pas négligeable. Les facteurs qui sont liés au mauvais pronostic, ça va être le retard de traitement, qui est souvent lié à un retard de diagnostic ou de prise en charge sur des formes qui n'ont pas tous les éléments diagnostiques au départ. Les malades qui arrivent en réanimation avec un recours à la ventilation mécanique ou des troubles de la conscience sévères. Et puis, quand on a une atteinte encéphalitique qui touche plus de 3 lobes, c'est quand même des choses qui sont de plus mauvais pronostics, ou alors l'âge de plus de 60 ans et les dépressions.
Donc il y a des situations qui sont plus faciles quand on a un diagnostic positif. Donc si vous avez une bactérie qui est identifiée comme un pneumocoque ou un méningocoque, bien évidemment, on va arrêter les autres traitements. Si vous avez l'herpès, vous allez garder que l'aciclovir, le VZV, pareil en augmentant les doses. L'entérovirus, malheureusement, il n'y a pas d'autres traitements possibles. Et puis à l'hystéria, on va ajouter de la gentamicine. Donc ça, c'est les situations faciles. On a fait une PL. Et puis rapidement, en 24 heures, 48 heures, on va avoir le diagnostic. Pareil pour la tuberculose, donc je ne vais pas m'étendre un peu sur ces recommandations-là. La question, elle va se poser quand on a un diagnostic qui n'est pas présent sur la première PL. On a une première PL qui est négative. Clairement, on a un malade qui a une méningoencéphalite et on n'arrive pas à trouver la cause. Donc il faut savoir que, par exemple, pour les origines infectieuses, il y a quand même une proportion de patients que vous voyez ici en bleu, qui, pour les encéphalites à HSV, ont une première PL qui est négative. Et vous voyez que quand ces PL elles sont faites en dessous de 4 jours, il y a une petite proportion de malades qui ont des PL négatifs. Donc si vous avez une première PL négative, ça vaut le coup d'en refaire une deuxième pour compléter le bilan. Et si on en refait une deuxième, c'est important de vérifier qu'elle se fasse à plus de 4 jours du début des premiers symptômes. Comme ça, on est sûr que là, si elle est négative, c'est vraiment que c'est négatif. Quand c'est négatif, ça peut être lié à plusieurs choses, mais c'est un facteur de risque indépendant de mauvais pronostics. Alors, ça va générer du retard de traitement, le fait d'avoir une première PL négative, parce que parfois on arrête et on reprend après pour différentes raisons. Mais malgré tout, même quand on ajuste au fait que le traitement démarre plus tard ou quoi, le fait d'avoir une PL négative est de mauvais pronostic en soi. Alors peut-être que c'est des formes qui sont plus torpides, il y a souvent une cellularité qui est plus faible, il y a souvent plus d'incertitudes, et c'est des formes qui évoluent plus lentement et qui globalement ont un moment pronostic. Mais bon, tout ça pour dire que la deuxième PL, elle doit être faite après 4 jours et que même si c'est négatif la première fois, ça peut quand même être infectieux, même si la première PL est négative. Donc sur la deuxième PL, on va refaire un peu le même bilan et donc on va rechercher à nouveau toutes les causes infectieuses les plus fréquentes. Donc les bactéries, les virus, et puis on va pouvoir pousser un petit peu plus loin et notamment c'est là qu'on va pouvoir aller commencer à chercher notamment des origines dites immunitaires, que je vais vous représenter un peu après, à pousser un peu le bilan auto-immun un peu plus loin, et, et éventuellement, selon le contexte, si les malades ont voyagé, s'il y a d'autres choses, pouvoir chercher à peu près après d'autres origines qui sont un peu moins fréquentes. Donc pour ce qui est des étiologies dites immunitaires, quand on regarde l'ensemble des méningoencéphalites, ça touche à peu près 6 à 7% des malades. Quand on regarde les étiologies plutôt des encéphalites pures, en mettant de côté les méningites, c'est plutôt une dizaine de pourcents, 10, 20, 10, 15% des malades qui vont avoir des atteintes auto-immunes. La plus connue maintenant étant l'encéphalite à anticorps anti-NMDA, je pense, dont vous avez déjà pour beaucoup entendu parler. Donc globalement, ça va être des pathologies avec des anticorps, des auto-anticorps qui vont être dirigés soit contre des antigènes de surface, soit contre des antigènes intracellulaires. Donc pour les antigènes de surface, ça peut toucher des cellules neuronales, et du coup vous allez avoir les récepteurs NMDA, les récepteurs AMPA, GABA, des canaux calciques, voltage dépendant, ou alors des cellules gliales, et du coup vous allez avoir des anticorps anti-aquaporine 4 ou des anticorps anti-MOG. On peut les retrouver du coup ces anticorps dans le sang, sur la PL, dans le LCR, sur la PL, et parfois dans le sang. Souvent, c'est des origines paranéoplasiques et classiquement, pour l'encéphalite à anticorps anti-NMDA, il faut s'attacher à rechercher des carcinomes de l'ovaire, par exemple, qui peuvent passer inaperçus sur des scanners ou des IRM et avoir des IRM vraiment spécifiques pelviennes pour rechercher ce type de problème. C'est des tableaux qui arrivent de manière subaiguë. Alors, à tout âge, il y a plutôt un pic autour de 30-40 ans, puis après un deuxième pic chez les sujets plus âgés autour de 70-80 ans. Et puis, il peut y avoir des récidives à l'arrêt du traitement immunosuppresseur. Et puis après, pour les antigènes intracellulaires, pareil, ça peut être des cellules gliales comme le GFAP ou des cellules neuronales, comme les autres molécules que vous voilà. C'est plutôt paranéoplasique, c'est plutôt des sujets âgés, et c'est souvent pas forcément des patients qui arrivent en réanimation, c'est plutôt des patients qui viennent en neuro-oncologie ou en neurologie pour des problèmes d'encéphalite qui sont parfois un peu moins graves, mais qui nécessitent une prise en charge. Ensuite, en réanimation, on va avoir quelques pathologies démyélinisantes qui peuvent conduire les malades chez nous. Donc je vous ai mis celles qu'on peut rencontrer assez fréquemment en réanimation. Donc vous avez les ADEM, les encéphalites aiguës avec démyélinisantes, qui, dans 50% des cas, on retrouve des anticorps dirigés contre la myéline avec des anticorps anti-MOG.
Elles sont souvent post-infectieuses ou post-vaccinales, et puis c'est donc des atteintes multifocales de la substance blanche qui peuvent être associées avec des atteintes médulaires ou des myélites. Après, vous avez des formes un peu similaires qui sont hémorragiques. Et puis, donc ça va amener les malades en réanimation souvent sur des troubles de la conscience, sur des hypoventilations alvéolaires ou sur des atteintes bulbaires ou de dysautonomie. Après, vous avez les neuromyélites optiques, donc la maladie de De Vic, avec une atteinte du nerf optique, une atteinte du mésencéphale derrière les nerfs optiques, associée avec une myélite. Et du coup, ça peut conduire les malades en réanimation sur des atteintes bulbaires ou pseudo-bulbaires, avec éventuellement des défaillances soit parétiques, soit respiratoires. Et puis, vous avez l'encéphalite de Bickerstaff avec des anticorps anti-GQ1B, qui peut être aussi post-infectieuse, post-vaccinale, et où vous allez avoir une atteinte du pont, plus ou moins étendue sur le reste du tronc cérébral, avec des patients qui vont aller voir des diplégies faciales, des atteintes bulbaires, potentiellement des troubles de la conscience qui peuvent être assez profonds et qui sont réversibles, avec des pronostics qui, même s'il y a des atteintes initiales qui sont assez importantes, peuvent parfois être spectaculaires, avec des abolitions de potentiel évoqué qui sont restaurées après traitement immunosuppresseur. Voilà, j'arrive à peu près au bout de ce que je voulais vous dire. Du coup, pour reprendre un peu les éléments diagnostiques qui sont centrés sur l'APL, l'IRM, l'EEG, avec qu'on doit réaliser dès lors qu'il y a une fièvre associée à un déficit neurologique focal, plus ou moins un syndrome méningé. C'est une urgence thérapeutique, et donc tout délai dans l'instauration des traitements anti-infectieux va aggraver le pronostic à long terme. Il faut réévaluer à 48 heures, voire et à 4 jours du début des symptômes si notre premier bilan il est négatif. Et puis, en reprenant les indications de transfert vers une réanimation spécialisée, à savoir s'il y a besoin d'une intervention chirurgicale, d'une DVE ou d'un monitorage EEG continu ou de traitement immunosuppresseur à débuter. Voilà, je vous ai mis quelques références qui vont avec et je vous remercie.